Ce qui vient d'abord à l'esprit des gens, c'est que le milieu de la vie est une phase critique. C'est la fameuse crise de la quarantaine. Nous vieillissons dès le premier jour de notre vie, mais on le remarque vraiment à partir du milieu de la trentaine. On n'est plus aussi en forme qu'avant, on manque d'énergie, on a besoin de plus de sommeil, on ne supporte plus aussi bien l'alcool. La plupart des gens, à ce stade de leur vie, font état d'une lassitude en ce qui concerne leur rôle au sein de la famille et au travail. Ils ont l'impression de faire du surplace. Prenez les toasts portés aux anniversaires. On va trinquer aux 29 ans de quelqu'un qui en a 52. J'ai toujours trouvé ça curieux. Dans l'Antiquité, c'était l'inverse. Le milieu de la vie était considéré comme la période d'épanouissement. Mon 30e anniversaire m'a déjà mise de mauvaise humeur, alors je n'ose imaginer le 40e. À 40 ans, on est plus jeune, c'est sûr, mais on n'est pas vraiment vieux non plus. On flotte en quelque sorte entre deux âges. Tous mes amis qui vivent actuellement leur crise de la quarantaine, qui changent de travail ou de relation et affrontent une multitude de problèmes, ne me rassurent pas vraiment. Qu'est-ce qui nous arrive à ce stade de la vie et comment le vivre au mieux? Leila Pidayesh est créatrice de mode et a fondé sa propre marque de vêtements, Lala Berlin. Elle a mené une vie heureuse et débridée qui s'est écroulée autour de son 50e anniversaire. Aujourd'hui, à 54 ans, elle dit être sortie plus forte de cette période difficile. Qu'est-ce qui l'a aidée à retrouver l'équilibre à mi-chemin de sa vie? Ingmar Zöller, lui, s'est métamorphosé. Ce mari et père de 2 enfants, chanteur dans une chorale à 16 heures, était autrefois un ophtalmologue réputé. Son métier lui a plu pendant de nombreuses années, mais gérer son propre cabinet a fini par le laisser sur les rotules. À 52 ans, il a opéré un changement radical. Il a quitté son activité pour réaliser son rêve d'enfant. Avoir pu donner une nouvelle orientation à sa vie le rend extrêmement heureux. Mais comment savoir, au mi-temps de l'existence, s'il faut radicalement changer de cap? Les études montrent que, quel que soit le pays, cette période du milieu de la vie est celle où le bien-être psychique et la satisfaction de vie sont au plus bas, avant de remonter par la suite. Avant la quarantaine, on a notamment pour tâche de trouver son identité, de nouer de bonnes relations sociales. Et plus on vieillit, plus il devient important de donner un sens à sa vie, c'est-à-dire de l'ordonner rétrospectivement. Le fait que les années à partir de la quarantaine sont pour beaucoup une période de crise est souvent lié au fait que l'on dresse un bilan. Avons-nous atteint nos objectifs? Ou alors, si nous avons atteint nos objectifs, qu'allons-nous faire maintenant du temps qu'il nous reste? 8 heures du matin, début de la journée dans la nouvelle vie d'Ingmar. J'ai rendez-vous avec lui. Bonjour. Bonjour. Ronja. Ingmar, enchanté. Tu es mignon avec ta gamelle. N'est-ce pas? J'ai hâte. Là, il est 8h45. À 9h02, nous monterons dans un train que je conduirai jusqu'à Wannsee, le terminus de la ligne S1. Le parcours te plaît? Le parcours est chouette. Il me plaît beaucoup parce qu'on passe par un tunnel des années 30 qui a encore des virages relativement serrés. Je n'ai encore jamais été dans la cabine d'un conducteur de train. C'est toujours ce qui fascine les gens. Ils me demandent souvent s'ils peuvent monter à l'avant avec moi, mais officiellement, c'est strictement interdit, bien sûr. Bon, regardons si tout le monde a pu monter. Est-ce que tu attends parfois un peu quand il y a un retardataire? Ça dépend de l'heure. Là, on est déjà pas mal en retard. Du coup, on est obligé d'être un peu plus rigoureux. Et c'est quoi tous ces petits boutons? Tu as un klaxon? Oui. J'ai toujours voulu devenir conducteur de train, conduire un véhicule puissant.
Et ce train a combien de chevaux? 3000. Pas mal. J'adore. S1, départ pour Wannsee. Décider à 52 ans de devenir conducteur de train, ça ressemble à un conte pour enfants. Oui, mais il y avait des raisons à ça. J'avais un cabinet d'ophtalmologie, avec beaucoup de patients pris en charge par l'assurance maladie et peu de patients privés. Et j'avais du mal à m'en sortir financièrement. Je ne suis pas un vendeur, je ne sais pas faire. Je me disais toujours, ça, c'est un examen important. Je vais le réaliser et je ne vais pas le facturer. Et c'était très problématique. C'est allé si loin qu'il m'est arrivé d'être à découvert et de ne plus pouvoir me payer mes cartouches d'imprimante. Quoi? Ou alors j'avais des difficultés pour rémunérer mes assistants. C'était dramatique et ça a eu des répercussions sur ma santé. Une transition réussie vers la seconde moitié de sa vie suppose qu'on prenne le temps de se poser. Ce qui est difficile, parce qu'on est généralement très accaparé à cet âge de la vie. Mais ce temps de réflexion et cet état des lieux sont nécessaires. Est-ce que ta décision a été motivée par une forme d'urgence? On se dit qu'on est au milieu de sa vie et on réfléchit à ce qu'on veut faire des années qui restent? À 50 ans, tu comprends pour la première fois très clairement que ta vie aura une fin. Mon père était déjà mort à l'époque. Il est décédé à l'âge de 69 ans. Tu réfléchis effectivement à ce que tu vas faire des années qui restent. Est-ce que tu vas tenir jusqu'à la retraite? Qu'est-ce que tu vas faire si ta santé se dégrade? J'ai mûrement réfléchi. Quel sera le bilan au seuil de la mort? Ça paraît dramatique dit comme ça, mais quand on sait qu'on va mourir un jour ou l'autre, on se demande ce qu'on risque de regretter. S1, départ pour Wannsee. Parfois, c'est dans les moments où, pour le dire de manière abrupte, on touche le fond, que l'on va précisément chercher au fond de soi et se reconnecter intimement avec son moi intérieur. Il y a cette belle phrase du philosophe Wittgenstein. Un problème philosophique a la forme « je ne m'y reconnais pas ». En ce sens, je dirais que justement, le mi-temps de la vie est une phase où parfois on ne se reconnaît pas. L'âge nous fait peur, nous met sous pression et est source de stress. C'est en quelque sorte un affront narcissique parce que nous, gens magnifiques, ne tombons jamais malades et ne mourrons jamais parce que nous sommes spéciaux. Si on compare le parcours des hommes et des femmes pendant cette phase, on constate que beaucoup d'hommes, parce qu'ils réagissent trop tard à la crise, sont dans la rupture radicale face au changement parce qu'ils la jugent nécessaire. Certains partent au couvent ou sur une île, se mettent en ménage avec une femme plus jeune ou s'achètent une Harley Davidson. On observe moins ce genre de rupture chez les femmes. Bonjour Leïla. Bonjour. Alors, fille de brigand, comment ça va? Froidement. Tu as froid? Je savais pas qu'il y avait encore des fleurs à cette époque de l'année. Moi non plus. Tu vas faire quoi avec ces fleurs? Pour tout te dire, je vais les garder pour moi, parce qu'ils ont déjà chargé le reste de la récolte. Il y a aussi un champ de légumes à côté. C'est là que j'achète mes légumes le vendredi. Mes œufs aussi. C'est magnifique ici. Le milieu de la vie peut être comparé au temps de la moisson. On récolte ce qu'on a semé. Le succès professionnel, par exemple. Oh mon Dieu, le bilan serait terrible pour moi si c'était le cas, parce que j'ai subi beaucoup de pertes. Vraiment? Il y a un peu moins de 4 ans, juste avant le Covid, mon compagnon de longue date m'a quitté du jour au lendemain. Ça a été très dur. J'étais persuadée que c'était pour la vie, nous deux. Et que quoi qu'il arrive, on allait surmonter les crises et vieillir ensemble. Oui. Mais ça n'a pas été le cas. La rupture a été brutale. Et ça m'a beaucoup affectée. Puis, il y a eu le cancer de ma mère et son décès. Ensuite, il y a eu le déménagement dans un chantier, qui est toujours à l'état de chantier aujourd'hui.
Sans oublier les hormones qui s'en sont mêlées, et pas qu'un peu. Tout mon cerveau et tout mon organisme se sont détraqués. Et pour couronner le tout, il y a eu la faillite qui s'est traînée sur 9 mois, le temps d'une grossesse. Donc, ça fait beaucoup de choses. C'est dur. Mais c'est la vie, non? Beaucoup de gens ont le sentiment d'être dans une roue de hamster, de subir. Et l'approche de la psychologie positive, avec les forces de caractère, peut être très utile à cet égard. Il existe toutes sortes de tests qui permettent d'identifier ses forces, mais aussi ses faiblesses. Il faut savoir qu'on peut développer ses forces de caractère tout au long de la vie. Qu'est-ce qui t'a donné de la force et de la confiance à l'époque, dans ces moments aussi difficiles? La force, c'est surtout ma fille qui m'en a donné. Sans elle, j'aurais perdu tout sens du pourquoi et du comment. C'est ce qui m'a le plus aidé quand j'étais au fond du gouffre. Et sinon, je dirais que j'ai puisé ma force dans ma capacité à remettre en question les modèles établis et les présupposés qu'on intègre dès l'enfance. J'ai appris à les relativiser, à me demander si j'avais vraiment besoin de tout ce que je croyais devoir atteindre. Tu parlais tout à l'heure de la moisson, du fait de réaliser des choses. Mais est-ce que je dois vraiment réaliser tout ça pour être heureuse? Ou est-ce qu'au final on s'en fiche? Je pense qu'il ne faut pas se prendre au sérieux dans la vie, mais plutôt prendre la vie au sérieux. What is the magic that makes one's eyes sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is life. Je suis dans la première moitié de ma vie et j'ai essayé par tous les moyens de m'inscrire dans l'éternité. Toujours avec le prochain objectif en ligne de mire. J'ai écrit des romans, présenté des émissions, joué dans des clips de groupes en vogue. Bien sûr, beaucoup de mes projets n'ont pas abouti. Devenir actrice, vivre un temps à Los Angeles ou à Tokyo. Et je pressens déjà que certains ne se réaliseront jamais. Comment en faire le deuil? C'est bon, merci. Arrivé au milieu de sa vie, on prend conscience que ce qu'on n'a pas appris quand on était petit, on ne l'apprendra pas non plus une fois grand. Cela signifie qu'on n'atteindra peut-être jamais certains objectifs. Et cette prise de conscience peut générer de la tristesse, des remords, des regrets, mais aussi parfois du soulagement. C'est l'autre facette de l'âge, comprendre qu'on n'est pas obligé d'être dans le toujours plus. À cet égard, l'idée de la liberté de plomb, forgée par la philosophe Eva von Redeker, me plaît particulièrement. Il s'agit de se demander quelle liberté naît de la prise de conscience « je peux rester ici ». Il est bon de changer les choses que l'on peut changer. En même temps, la recherche nous a appris que dans certaines situations, il peut être judicieux de ne pas poursuivre à tout prix certains objectifs. Lâcher prise par rapport à certains objectifs qui nous tiennent à cœur, même si c'est douloureux, est un facteur important pour voir émerger la satisfaction. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, merci. Bonjour. Ronia, enchantée. Regarde, peut-être qu'ils aimeront mes pieds? Tu as de très beaux pieds. Tu t'offres souvent ce genre de petits plaisirs? En tout cas, beaucoup plus qu'avant, quand je travaillais 24 heures sur 24. Mais je m'offrais quand même régulièrement des séances de manucure et de pédicure. J'avais l'habitude d'y aller avec ma mère. J'ai toujours trouvé ça génial. Comment tu gères la pression autour de la jeunesse? Cette injonction à rester toujours jeune, toujours belle. Alors ça me passe complètement au-dessus de la tête. Parce que je suis à un âge où j'ai l'impression d'être la mariée la plus cool du monde. Et la jeunesse actuelle ne me fait pas rêver. Je la plains plutôt. J'ai vécu les années 80, les années 70, les années 2000, tout ce qu'on aimerait vivre. Comment s'appelle ce syndrome déjà? FOMO? Oui,
Fear of... Missing out. La peur de rater quelque chose. Je n'ai plus cette peur. Est-ce qu'il s'est opéré quelque chose de l'ordre de la réconciliation? Oui, C'est-à-dire? avec mon corps. J'ai dû me réconcilier avec mon corps. Et comment on fait? Eh bien, on se regarde dans le miroir en se disant que tout est super. Ça va. Ça va. À la ménopause, quand cesse la fonction reproductive, nous, les femmes, pouvons nous affranchir de la nature. Nous n'avons plus de mission évolutive. Nous ne nous reproduisons plus et nous sommes libres de flotter, en somme, dans l'espace. C'est pourquoi il convient, si ce n'est déjà fait, de s'occuper de soi-même. Un des effets de la ménopause, c'est la fatigue. On ne supporte plus les sorties le soir, on ne tient plus le coup. Les rêves parties où on dansait sur les tables, il faut oublier. Chez moi, il y a aussi eu le dérèglement hormonal qui a beaucoup joué. C'est si intense que ça? Ouais. Et ça se manifeste comment? On ne dort plus la nuit. Dieu merci, ce n'est plus le cas parce que maintenant c'est sous contrôle. On est agressive, dépressive ou hyper émotive. Et comme on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'on n'y a pas été confronté jusque-là, on se pose beaucoup de questions. À la ménopause, les hormones s'arrêtent assez brusquement chez les femmes. Ça commence avec la progestérone à partir de la quarantaine, puis ça se poursuit avec les oestrogènes et quelques années plus tard, avec la testostérone. C'est l'équivalent de la castration chez un homme. C'est très soudain, très rapide. Chez les hommes, les manifestations de l'andropause varient selon le mode de vie. Le taux de testostérone peut baisser lentement et de façon imperceptible, ou alors plus rapidement en cas de surpoids. L'équilibre hormonal est alors modifié, on est œstrogénisé. Les conséquences peuvent être une augmentation du volume mammaire, une chevelure plus fournie, une baisse de la libido et un manque d'énergie. Les bouleversements hormonaux induisent un changement au niveau des rôles attribués au genre. Chez les hommes, la baisse de la testostérone les conduit à développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Chez les femmes, la baisse des oestrogènes fait que beaucoup d'entre elles s'engagent plus pour leurs propres intérêts, leurs propres besoins et qu'elles s'imposent davantage. Sur le plan physique, ça promet d'être mouvementé. En revanche, je pourrais capitaliser sur la riche expérience que j'aurais acquise jusque-là et trouver la clé de l'épanouissement. En tout cas, je me vois déjà très bien dans ce nouveau rôle. Je ne serai plus Ronia, la jeune autrice en herbe qui se met en avant et recherche les feux des projecteurs, mais la femme sage auprès de qui on vient demander conseil. Honnêtement, ça donne envie. Comme si on arrivait enfin à bon port. Ou la roue de la fortune. C'est au milieu de la vie, entre 40 et 65 ans, qu'on atteint le stade de la générativité. La générativité, c'est la préoccupation envers autrui, motivée par un désir de transcendance. La volonté de transmettre non seulement à ses propres enfants, mais plus généralement aux générations futures, le désir de faire quelque chose de positif pour la société, de se sentir utile, est un sentiment très fort. C'est une source de bonheur qui gagne en intensité au fur et à mesure des années. En tant que médecin, on est responsable de la santé de ses patients. En tant que cheminot, on n'est qu'un simple rouage du système de transport, avec pour seule mission de respecter les horaires. Mais on vit de beaux moments. Biesdorfer-Kreuz dans la brume matinale, au lever du soleil, quand on conduit un train de banlieue plein à craquer à 5 h du matin. C'est génial, parce qu'on se sent important et responsable du fait que tous ces gens arrivent à l'heure au travail. C'est chouette. Tu regrettes tes années en tant que médecin ou de ne pas t'être reconverti plus tôt? Mon ancien métier me manque parfois. Les connaissances que l'on accumule au fil des années de pratique, les analogies que l'on peut établir. Quand on reçoit un patient de longue date, on connaît son état de santé général, ses autres pathologies. Ce savoir que je n'utilise plus m'a apporté beaucoup de satisfaction. J'intervenais notamment à la prison de Tegel à Berlin.
Tous les mercredis, je recevais en consultation des détenus qui souffraient de problèmes ophtalmologiques. Je me verrais bien refaire quelque chose comme ça, ou travailler une journée par semaine en cabinet, histoire de ne pas perdre la main. Mais regarde, c'est tellement beau ici, et je n'ai pas la pression. Ce qui est chouette, c'est que cette reconversion m'a donné des ailes. J'ai l'impression d'être totalement libre et de pouvoir, quand j'aurai 60 ans, encore changer de voie. Ça me procure un bonheur immense. C'est tellement agréable de se dire qu'on peut changer quelque chose, qu'on a la main. C'est génial, vraiment génial. Il ne faut pas se représenter la vie comme une carrière, mais plutôt comme une série de projets. C'est comme recommencer sans cesse dans l'existence. Trouver de nouveau quelque chose qu'on aime, qui nous tient à cœur. Et c'est précieux de se dire, surtout quand on commence à s'apercevoir qu'on prend de l'âge, qu'on peut toujours recommencer, que la vie n'est pas une courbe qui finit par s'écraser. La science a longtemps supposé que le milieu de la vie était une sorte de plateau où il ne se passait pas grand-chose. Or, la recherche récente a montré qu'il s'agissait au contraire d'une phase extrêmement dynamique, qui est capitale. Aujourd'hui, nous sommes les artisans de notre propre vie, comparé aux générations précédentes. Ça, c'est la photo de notre mariage. Waouh! C'est toi, là? Oui, couleur champagne. J'adore. Tu joues d'un instrument? Non, ce soir j'ai chorale. C'est pour ça que j'ai sorti mes partitions. On chantera tout à l'heure? Si tu veux. Top! Tu m'accompagneras? Je veux bien chanter du Elvis. Alors on chantera du Elvis. Super! Tu as un couple qui fonctionne, 2 enfants adorables. Est-ce que tu te sens plus en accord avec toi-même que lorsque tu avais 30 ans? Je pense que je suis plus à l'écoute de ma voix intérieure, de ce qui est bon pour moi et de ce qui ne l'est pas. C'est une forme de maturité. Maintenant, je peux dire à mon supérieur, ça ne me convient pas du tout. Je sais beaucoup mieux me défendre. À 30 ans, on n'est pas tout à fait la même personne qu'à 20. En revanche, certaines choses ne changent pas. As-tu l'impression qu'avec l'âge, tu assumes de nouveaux rôles? Bizarrement, je trouve que je n'ai pas changé, que je suis toujours le même. J'ai simplement bifurqué. Je fais d'autres choses. On me dit parfois que l'expérience n'a plus aucune valeur aujourd'hui, que les anciens sont déconsidérés et que les entreprises n'embauchent que des jeunes. Il n'en demeure pas moins que l'âge apporte une connaissance de soi extrêmement précieuse, qui permet de poursuivre l'existence avec plus d'assurance, d'aborder les choses avec plus de pragmatisme, d'être aussi un peu plus modéré. C'est l'idée du juste milieu développée par Aristote. Se placer à égale distance de 2 extrêmes. Ne plus être une tête brûlée, mais ne pas être trop mou non plus. Peut-être que la sérénité qu'apportent les années a aussi aidé Leila à sentir de nouveau la terre ferme sous ses pieds. Elle me propose pour finir d'aller cuisiner avec elle dans un hôtel géré par des amis. Si tu te compares à la Leila d'il y a 20 ans, qu'est-ce qui a changé? La Leila d'il y a 20 ans. Je suis certainement plus sûre de moi qu'il y a 20 ans. Beaucoup plus ancrée dans l'ici et maintenant. Je suis beaucoup moins à me demander ce qui va ou ne va pas m'arriver. Plus satisfaite de moi aussi. Et je me suis de toute façon toujours peu souciée de ce que les autres pensaient de moi. Quand tu regardes en arrière, quels sont les souhaits que tu as réalisés et lesquels peut-être pas encore? Je voulais être mère, je le suis devenue. Parfait. Par contre, je voulais 4 enfants, une grande famille. Mais ta fille est adorable. Oui, c'est bien comme ça. Et sinon, je ne sais pas vraiment de quoi j'avais envie. Je n'avais pas tant de rêves que ça. Et tu as des projets ou est-ce que tu vis toujours au jour le jour? Tu veux dire par rapport à ma vie à venir? Je ne sais pas. Ça se passera comme ça doit se passer, c'est tout ce que je sais. Tu as confiance? Oui. J'ai au moins trouvé la confiance en moi. Quel conseil donnerais-tu à ton jeune moi? Je me demande si mon jeune moi accepterait un conseil quelconque. Je pense que non. Il ne voudrait rien entendre, car il ne serait pas encore en mesure de comprendre.
Si on veut découvrir ce qui nous tient vraiment à cœur, je pense que les regrets peuvent être utiles. Les regrets font partie d'une existence bien remplie, parce qu'il n'y a jamais de place dans une vie pour tout ce que nous espérons et désirons. Et ce n'est pas grave. C'est peut-être même la base d'une vie intéressante et riche. Avec l'âge, les gens deviennent globalement plus tolérants, plus consciencieux et plus stables sur le plan émotionnel. On peut dire que l'on mûrit avec l'âge. Et c'est une bonne nouvelle. La recherche montre très bien que cette courbe du bien-être, qui augmente progressivement au fur et à mesure des années, n'est rien d'autre qu'un signe qu'on a tiré les leçons de la vie. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love